Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Débat. Le prix Nobel de la paix a été attribué cette année à l'Union européenne pour sa lutte réussie pour la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme. Tout cela après que le continent européen ait été celui des guerres avec leur lot d'horreur. L'Europe s'est donc transformée d'un continent de guerre vers un continent de paix. L'attribution de ces prix s'est faite sur fond de désunion des États européens, dont la solidarité est actuellement mise à rude épreuve. Les riches économies du Nord traînent les pieds pour venir en aide aux pays du Sud qui connaissent une situation financière difficile. Pour discuter de tous ces aspects, je reçois pour vous, chers téléspectateurs, Son Excellence Hans-Georg Gestedlorer, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom, ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, Son Excellence Hervé Besancenot, ambassadeur de France, Son Excellence Alonso Descalar y Mazaredo, ambassadeur d'Espagne dans notre pays, et Son Excellence Dietmar Blas, ambassadeur d'Allemagne en Mauritanie. Nous serons aussi accompagnés par le directeur des droits de l'homme, M. Cheikh Tourad Abdelmerik. Pour animer ces débats, je serai également accompagné de mes confrères Mohamed Farouk Omer, directeur général de la Tribune, de Ahmed Oul Abadoui, il est directeur de Moustaqbal, de Mrat Ahmed Oul Ramdan, de Radio Nouakchott, et de Sek Dikalam. Bonsoir. La première question qui me vient à l'esprit est de vous demander, Excellence, que représente pour vous le prix Nobel de la paix? Bon, tout d'abord, ça c'est un signe de gratitude que nous avons envers de cette attribution du prix Nobel. Nous, ça veut dire les représentants des institutions européennes, des États membres, mais aussi des citoyens, pour tous les citoyens de l'Union européenne, pour cet achèvement qui constitue l'Union européenne. C'était quand même un projet sans exemple qu'ont fait le père de l'Union européenne en 1950, de créer une Union européenne avec des compétences sur le niveau supranational, avec une prise de décision commune, et auquel les États membres se sont soumis, qu'ils ont transféré une partie de leur souveraineté pour mieux travailler ensemble, à arriver à un monde meilleur de paix, de la démocratie, de la réconciliation. Il y a aussi, bien sûr, une responsabilité pour le futur, parce que ce qui a été achevé et qui a été extendu dans les derniers 50 ans doit être chaque jour être renouvelé et adapté à de nouveaux défis dont nous connaissons toute une grande partie. Voilà. Si vous avez quelque chose à ajouter, Excellence. Écoutez, je voudrais peut-être simplement dire que, enfin, le prix Nobel a été attribué à l'Union européenne après un bilan qui est quand même extraordinaire et auquel sans doute toutes nos communautés dans les pays de l'Union européenne se sont vite habituées et le considérons comme normal. Alors qu'il y a quelques années, passer une frontière n'allait pas de soi. Il fallait avoir des visas. Il y avait des décisions qui étaient prises dans le domaine économique alors que la monnaie n'était pas la même. Sans parler, bien entendu, de la question de la guerre. Avec mon collègue allemand, on ne se serait sans doute pas parlé il y a quelques années. Ce sont des éléments qui ont quand même énormément changé les esprits en Europe. Et à certains égards, si maintenant ça vient, ce n'est pas si mal, même si à nouveau je pense que c'est en retard, parce que les jeunes générations qui sont dorénavant habituées à tous ces acquis extraordinaires de l'Union européenne, aujourd'hui comprennent mieux ce que ça a pu être comme cheminement, alors qu'ils le considèrent comme normal. Les sensations que j'ai quand j'ai connu les prix, c'est des fiertés pour la signification de ces prix et pour la reconnaissance de ce que signifie l'Europe, l'Union européenne. Et nous sommes tous fiers des réalisations que nous sommes accomplies pendant les périodes d'existence de l'Union européenne. Mais, et comme mes collègues ont dit, cette fierté est accompagnée d'un sens de responsabilité. Parce que ce que nous avons construit, ce n'est pas une chose statique. Il faut continuer à la construire, il faut continuer à travailler d'une manière dure pour encourager la coordination, la coopération et renforcer les liens entre les Européens. Mais je crois que déjà cette reconnaissance montre
l'importance que l'Union européenne a dans le monde. Très bien. Pour moi, c'est un sentiment de bonheur et de fierté. Et ceci parce que l'Union européenne a su créer une zone de paix, de stabilité et de prospérité pendant les dernières 60 ans. Et c'est quelque chose qui est plutôt particulièrement remarquable si on regarde le passé européen dans les générations précédentes. Mon collègue, l'ambassadeur de France, a déjà fait référence à ceci. Il faut voir que, en tout cas en Allemagne, je crois que c'est plus ou moins la même chose en France, la génération de mes parents, de mes grands-parents, ont été élevés avec la conviction que l'autre pays, c'est l'ennemi de toujours. Et je me souviens encore très très bien, comme ma grand-mère, quand le traité d'amitié entre la France et l'Allemagne a été signé, était en larmes. C'était une des très rares fois que j'ai vu ma grand-mère dans cet état. Et pour moi, ça a donné cette spécialité de cette situation a été éclairée par cette expérience que j'ai vue à cette époque. Merci. Je vais peut-être associer mes collègues. Hamza El-Omer. Bon, je vous félicite en tant qu'Union européenne pour ce prix. Et je crois qu'il y a une raison fondamentale pour vous de vous en envoyer. Effectivement, il couronne un processus qui a abouti à la paix parce qu'on doit toujours se rappeler que l'Europe est le continent qui a entraîné le monde dans 2 guerres mondiales. Donc aujourd'hui, c'est un continent de paix et c'est ce qu'on espère tous. Mais l'arabo-musulman que je suis, l'africain aussi que je suis, est tenté de dire à quel prix pour nous autres du Sud, pour nous autres peuples opprimés qui avons subi aussi les affres non seulement de ces guerres, mais de la colonisation, du pillage des ressources. Je me demande quand on voit l'Union européenne avoir le prix Nobel de la paix, alors que certains des pays européens contribuent à alimenter des guerres sous nos contrées. Et c'est un peu, c'est un peu choquant pour nous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous rassurer sur... Moi, j'avais déjà une première réponse, c'est que, à nouveau, le sujet, c'est l'Europe. Vous avez fait allusion à un certain nombre de pays, mais tous les pays de l'Union européenne n'ont pas eu des colonies. Bien sûr. Donc, il ne s'agit pas de traiter de cet aspect, qui est un autre sujet. Là, il s'agit de voir, de transcrire ce qu'est le résultat d'une organisation qui a réussi déjà à surmonter les difficultés très importantes qu'il y avait entre tous ces pays. Bon. Je ne crois pas, par ailleurs, qu'il y ait eu aussi, et que le monde arabe ou africain ait eu particulièrement à souffrir de la création de l'Union européenne, bien au contraire. Je connais la critique et de dire, dorénavant, on s'intéresse autant à l'Europe de l'Est qu'à ces autres contrées, mais en même temps, c'est déjà une illustration de reconnaître que beaucoup de choses ont été faites, en effet, et là, le délégué de l'Union européenne peut en dire plus, mais de la part de l'Union européenne, en direction, en effet, de ses voisins immédiats, que sont les mondes africains et arabes. Sec. Oui, moi, je me félicite également du fait que ce prix ait été attribué à l'Union européenne. Mais vous savez tous autant que moi que cette décision a été diversement appréciée, pour ne pas dire qu'elle a suscité un certain nombre de controverses. Le fait qu'elle arrive à ce moment précis peut-il réellement contribuer à aider à l'Europe à faire face à sa situation actuelle, caractérisée par une crise de grande ampleur, notamment sur le plan financier? Bon, et ensuite, peut-elle également aider à la création d'une véritable Europe politique? Ce qui est derrière l'idée de l'Union européenne, c'est de travailler ensemble, de travailler en commun, de mettre fin aux disputes qui ont été à l'origine de ces guerres dont vous aviez parlé. Et l'esprit de l'Union européenne et qui est derrière toutes ces activités et la consolidation de cet état de droit, de la démocratie, des libertés. Ça est présent dans toutes les politiques extérieures de nos pays
Et ça signifie que c'est à travers la coordination, la coopération que nous considérons que les problèmes doivent être résolus, que les conflits doivent être dépassés. Et dans les moments de difficulté, et ce sont des moments de difficulté qui n'affectent pas simplement l'Europe, qui affectent toute l'économie mondiale, et en particulier à l'Europe, et en particulier en Espagne, je le reconnais. Mais ça ne signifie pas qu'il faut se battre. Au contraire, il faut travailler ensemble. On est en train de bâtir une nouvelle institution, des nouveaux mécanismes pour aider l'euro, pour aider l'Europe, pour aider l'économie mondiale. Alors, je crois que c'est un moment de difficulté quand on reconnaît la solidité des initiatives comme telles que l'Union européenne qui devra sortir avec plus d'unité, avec plus de coopération et travaillant tous ensemble, pas en montrant les nationalismes, les égoïsmes nationaux qui n'arrivent nulle part. أسئلة مطروحة عندنا قال يقول الأوروبيين، أنا شفت بعض الصحف الأوروبية اللي طالع قالوا أن هذا هو أسوأ وقت تجبر في أوروبا جائزة للسلام. اللي أوروبا فيها مشاكل من راسها، في إسبانيا فيها دورة، في اليونان فيها مشاكل، والعالم قليلة منطقة ما فيها مشاكل، بس متحيلة نتحدثوا عن السلام في هذا الوقت ذاك. وش راهي يعطونا الأوروبيين يقدروا يقدموا لنا، والله يقدموا للمواطن بصورة عامة. اللي شفنا صحفيين لأوروبا، شفنا واحد في ديلي تيليغراف قال على أنها تعتبر كوميدية، شفنا واحدين قالوا على أنها هي أسوأ وقت فيهم، بها اللي أوروبا ذاك عندها مشاكل اتحادهم ومشاكل العملة، وفيها كيف اليونان وكيف إسبانيا عندهم مشاكل ومزايا اقتصادية في البطالة إلى غير ذلك. شراهي درك شنو هو الحديث عن السلام في الوقت اللي نحن الحرب تقرع في فلسطين ما زالت في نفس الحالة، سوريا ذيك هي فيها مشاكل، ومالي لهم مشاكل. باسم الحيلة نتحدث عن السلام والله حقوق الإنسان في هذا الوضع اللي راه. Vous êtes plus compétent que moi pour faire la traduction, notamment pour mes collègues, et je n'ai pas tout compris. Non, en fait, il fait référence aux critiques. D'abord, il vous a félicité, bon, il l'a dit en français. Il fait référence aux critiques et il dit que certaines appréhensions, certains articles de presse ont dénoncé cette distinction à ce moment précis où l'Europe connaît beaucoup de secousses et où le monde aussi vit beaucoup de foyers de tension. La Palestine est toujours au point mort, enfin si ce n'est pas plus, la Syrie, le Mali, etc. Qu'est-ce que vous répondez à cela finalement? Qu'est-ce que l'Europe peut donner au monde justement à ce moment et aux citoyens européens pour confirmer le choix, quoi, pour justifier Dans ce même cadre, je voudrais aussi poser une interrogation, à savoir est-ce qu'il y aura une guerre au Mali et qu'est-ce que l'Union européenne va apporter dans cette guerre? Je pense que... Si vous permettez, je voudrais tout d'abord dire que ça c'est le bon moment pour attribuer ce prix à l'Union européenne. Comme l'ambassadeur de France l'avait déjà dit, je trouve aussi que c'était temps que l'Union européenne ait reçu le prix de la paix, parce que je crois quand même que de ce que l'on a achevé, ça c'est unique et c'est quelque chose d'extraordinaire dont on vient de parler sur le plan historique. Et il y a maintenant 27 États membres, au début c'était 6, et il y a encore d'autres pays qui veulent joindre l'Union européenne. Alors déjà à l'intérieur, ça c'est cette création de la paix interne, de la réconciliation à l'intérieur, de l'extension de la démocratie sur le continent européen. Il ne faut pas oublier qu'il y a un peu plus que 20 ans, l'Europe était encore divisée aussi dans deux camps. Aujourd'hui, l'Union européenne a repris aussi ces nouveaux États membres qui étaient avant dans le bloc communiste et les intégrer et aussi donner la prospérité, la démocratie, l'extension du droit de l'homme à ces pays. Alors je crois que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que ce qui était au début un noyau de pays qui s'est élargi envers de l'Union européenne. En ce qui concerne maintenant nous avons un défi
la crise économique et financière sans précédent en Europe, il faut le voir. Mais ça montre aussi que les pères, après la guerre, ils avaient des idées innovantes et qu'ils avaient quelque chose de nouveau. Et quand même, il y avait ce principe de solidarité. Et ça sont des principes, je crois, c'est très bien de nous rappeler quelle était la base qui est à l'origine de l'intégration européenne et qu'est-ce que sont aussi maintenant les défis et aussi, disons, les atouts qu'il faut maintenant adapter, bien sûr, à la nouvelle situation, mais aussi de être innovant et être solidaire entre les pays européens. Un mot encore pour l'extérieur. Je crois que l'Union européenne a aussi montré dans beaucoup de crises que nous sommes prêts à jouer le même rôle que nous jouons à l'intérieur, aussi à l'extérieur. L'Union européenne essaye d'aider à sortir des crises. Vous avez mentionné le Mali, vous avez mentionné la Syrie. L'Union européenne, quand vous suivez les discussions au sein de l'Union européenne, nous traitons ces questions et nous essayons de le faire d'une manière paisible, d'essayer d'amener les différentes contraintes vers une politique de réconciliation et aussi de création de paix. Bien sûr, nous ne pouvons pas forger tout dans tout le monde. Ça, ce n'est pas l'Union européenne qui peut faire, mais nous pouvons assister. Nous le faisons avec la politique, nous faisons aussi avec le soutien financier. Très souvent, l'Union européenne est le plus grand bailleur dans l'assistance humanitaire quand il y a des problèmes humanitaires dans le monde. Et nous le faisons avec un nombre d'autres instruments pour aider le pays. L'Union européenne est, à ma connaissance, le plus grand donateur de la Mauritanie. Alors, puisque vous avez posé la question, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire pour votre pays, c'est déjà pour moi un élément particulièrement important. Vous avez aussi évoqué la solidarité entre le nord et le sud de l'Europe. Là, il faut quand même aussi souligner que cette solidarité existe. Je ne connais pas tous les chiffres, mais je sais que plus que le volume d'un budget annuel de la République fédérale d'Allemagne a été entre-temps donné dans le cadre de la solidarité à d'autres pays européens. Deuxième remarque. Troisième remarque, Mali, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire dans ce conflit? Et actuellement, cette discussion en concertation au sein de CEDEAO, aussi au sein de l'Union africaine, et tous ces aspects sont discutés au sein du Conseil de sécurité à New York. Et certainement, l'Europe va participer aux solutions proposées par le Conseil de sécurité à New York. Merci. Oui, je voulais peut-être aussi rappeler que, comme l'a rappelé le délégué de l'Union européenne, l'Europe s'est d'abord construite au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale sur, en effet, un raffermissement des liens économiques. Il fallait mieux commencer par cela pour ensuite arriver aux questions politiques. Aujourd'hui, on est dans les questions politiques, et notamment dans la politique extérieure, où il y a dorénavant Lady Ashton, qui en pratique est la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Alors certes, on ne peut pas se cacher que dans 27 pays, ayant des histoires qui ne sont pas les mêmes, on l'a rappelé, certains ont un passé colonial, d'autres pas, certains sont présents dans des sujets qui concernent l'Afrique, qui concernent le Moyen-Orient, d'autres le sont de plus loin. Et donc, il y a des positions historiques qui existent. Bon, celles-ci, évidemment, demeurent. Et l'Union européenne vise à essayer de trouver à chaque fois le dénominateur commun, de manière à parler d'une voix plus forte. Alors, quelquefois, ça peut donner le sentiment à l'extérieur que la réactivité est peut-être moins grande que quelquefois à titre bilatéral, mais c'est parce que, justement, si on veut obtenir un poids dans le monde en tant qu'Européens, il faut que nous nous affirmions, nous sommes quand même la première puissance économique mondiale, l'Union européenne, et que nous soyons aussi en mesure d'harmoniser des positions qui, historiquement, n'ont pas toujours été les mêmes, mais qui progressivement le deviennent. S'agissant du Mali, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'initiative, à la demande des autorités maliennes, qu'il y ait donc une aide pour recouvrer sa souveraineté sur le nord du Mali,
avalisé par la CEDEAO, avalisé par l'Union africaine. Et aujourd'hui, après 2 textes de résolution du Conseil de sécurité, un 3e texte devrait, d'ici la fin de cette année-là, passer. Alors là aussi, ça sera bien entendu des forces africaines qui interviendront. Ceux qui souhaiteraient participer en dehors de ce contexte-là viendraient en appui logistique, un point c'est tout, qu'on ne se fasse pas d'illusions. Et je crois que le président Hollande a été très clair. Quelqu'un a posé une question sur Sarkozy, la Libye et tout ça. Le fait que nous n'interviendrions pas de manière militaire sur le terrain, etc. Donc ça, les choses sont claires. Et en même temps, il y a donc une aide qui sera apportée par l'Union européenne à travers des actions de formation, notamment pour reconstituer une armée malienne qui en a bien besoin. Donc voilà. شكرا. أنا بدوري أبارك للهيئة الحصول على الميدالية، لكن سؤالي عن من شقين. الآن أصبحت النوبل والجوائز الدولية اعتبارية تقريبا لإنجاز معين. سؤال مطروح للاتحاد الأوروبي، شنو الإنجاز اللي بالتحديد اللي وين كان الموضوع هو موضوع السلام كامل، غير شنو تقريبا نقطة التدخل الأساسية والله العنصر البارز اللي من خلاله نقدروا نحكمه. بخصوص المالي، ملف مالي، عندي سؤال أيضا نفسه. من رأيك كان تدخل الاتحاد الأوروبي في الفترة الماضية من أزمة مالي، تقييم السادة السفراء له كانوا يستحق نوبل، والله هم اللي في الفترة المقبلة كانوا منتظرين دور من الاتحاد الأوروبي يعزز حصولهم على هذا. شكرا. Donc, il revient un peu sur la question. Qu'est-ce que l'Union européenne a fait pour mériter le prix Nobel de paix? Qu'est-ce qu'elle a fait dans le domaine de la paix pour mériter le prix? Et à propos du Mali, il se pose aussi la question de savoir qu'est-ce que l'Union européenne va faire à l'avenir au Mali pour que le pays recouvre la paix et pour que l'Union européenne prouve qu'elle mérite ce prix Nobel. Bon, je crois que quand on a octroyé des prix Nobel à l'Union européenne, on a établi pourquoi on a octroyé ce prix Nobel, c'est-à-dire pour l'effort que l'Union européenne a fait pour la paix, la coexistence, l'état des droits, la démocratie en Europe. Ça, c'est la raison pour le prix Nobel. Ça, c'est la raison que ceux qui ont considéré important d'octroyer ces prix ont établi comme raison. Ça, c'est la raison. Et en ce qui concerne Mali, je crois que l'ambassadeur de France a déjà établi la position de l'Union européenne et de ces pays et comment est-ce que nous allons contribuer les moments opportuns et quand toutes les décisions dans les cadres des Nations Unies et des organisations internationales on aura autorisé, on aura adopté toutes les décisions opportunes. Alors à ce moment, l'Union européenne a, comme l'ambassadeur de France a dit déjà, offrira son aide qui consistera en la formation et la formation et entraînement de l'armée malienne. Justement, moi j'ai une question sur le rôle de l'Europe, parce que pour nous, le peuple de ce côté-là, la construction européenne est quelque chose de très important et stratégiquement très important, c'est clair. Mais on attend et on ne voit pas l'Europe comme contre-pouvoir, disons, à l'hégémonie qui existe déjà, qui est celle des États-Unis. Et ça tarde pour nous. Est-ce que un monde où il y a une Europe plus forte serait plus juste à vos yeux, comme nous le pensons ou pas? Ou est-ce qu'il va toujours s'aligner sur les positions Je crois que l'Europe ne se peut pas se poser la question comme contradiction ou un confrontement avec les États-Unis. Ça, ce n'est pas le but de l'Europe ni l'objectif de l'Europe. L'Europe a été constituée pour aider les Européens. Ça, c'est le premier but, comme l'ambassadeur de France a dit. La première a été pour transformer les mondes qui existaient auparavant. Je crois que les mots de l'ambassadeur allemand en parlant de sa grand-mère reflètent très bien la situation. Après la guerre, les pères d'Europe ont considéré qu'on pouvait continuer comme ça, qu'il fallait trouver des solutions pour éviter que ça ne se répète plus. Alors, on a établi que la meilleure manière, c'était d'établir des liens de coopération en commençant par l'économie.
comme l'ambassadeur de France a dit, et en ayant comme ultime objectif d'arriver à une union politique. Et j'ai dit avant, l'Union européenne, ce n'est pas un processus statique, c'est un processus dynamique. Nous sommes encore dans ces chemins. Nous continuons à travailler, nous continuons à construire l'Union européenne. L'Union européenne, étant donné qu'elle est la première économie mondiale, l'ambassadeur de France vient de le dire, a aussi besoin d'être écoutée et dire. Mais ce n'est pas en confrontation avec n'importe qui. Nous partageons avec les États-Unis beaucoup de choses. Une conception du monde, de l'état de droit, de liberté, de la démocratie, un système économique. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes toujours d'accord avec les États-Unis. Mais ça ne veut pas non plus dire que nous sommes en confrontation avec les États-Unis. Nous essayons d'aller ensemble, de contribuer avec notre effort à la paix, à la prospérité du monde, mais pas par confrontation ni par relation aux autres. Si je peux me permettre, en effet, nous ne sommes pas en confrontation et en même temps, l'Union européenne, quand elle n'est pas d'accord avec certaines décisions, pour ne rien cacher, la guerre en Irak, par exemple, eh bien, elle le fait savoir aussi. Bien. Et donc, l'Union européenne existe par elle-même à des positions qui ne sont pas nécessairement celles qui ont pu être prises par d'autres. Mais surtout, et pour l'avenir, le débat international ne se limite pas au rapport entre l'Union européenne et les États-Unis. Il y a des puissances émergentes aujourd'hui qui, heureusement, sont de plus en plus présentes. Et je dois dire que dans des instances, en dehors même des Nations Unies, tout ce qui concerne le G8, le G20, où d'ailleurs la participation de pays africains, notamment et arabes aussi, est largement appréciée, ce sont des instances avec lesquelles on est naturellement amené à parler, et leur position devient de plus en plus importante dans les débats. Elle est en parallèle avec la montée en puissance économique, en effet. Oui, les États-Unis, ils étaient au berceau, si vous voulez, de l'Union européenne. Et ils nous ont toujours encouragés. C'est les Américains qui ont demandé pourquoi ne faites pas plus vite, plus fort l'intégration européenne. Il y a la fameuse demande de Henry Kissinger qui a demandé quand je dois appeler l'Europe, qui est-ce que je vais appeler? Mettez-vous ensemble. Et c'est les Américains qui nous ont encouragés. Et c'était tout au début aussi parce qu'ils nous ont libérés du nazisme, du totalitarisme, de la méprise des droits de l'homme. C'est eux qui nous ont aussi aidés de devenir des démocrates et de défendre aujourd'hui les droits de l'homme. Alors il y a, comme mes prédécesseurs ont dit, il y a quelquefois peut-être des différences. Comme une grande famille, il y en a, mais nous partageons les grandes valeurs avec les États-Unis. Et ça, c'est très important. Un deuxième point que je voulais faire, aujourd'hui, c'est plus la question, en tout cas pas pour l'Europe, de devenir un pouvoir d'hégémonie. Ça, c'est quelque chose qu'on a essayé, quelques États en Europe ont essayé sur le plan national, et c'était justement cette politique qui a mené l'Europe dans les catastrophes. Nous, on souhaite avoir un bon voisinage avec nos partenaires, avoir de bonnes coopérations avec tous les pays. Et nous sommes aussi très forts et très intéressés dans le renforcement du multilatéralisme, comme les institutions des Nations Unies qui sont inclusives sur le plan global ou sur le plan régional. C'est pourquoi nous soutenons par exemple aussi l'Union africaine ou des enceintes sous-régionales en Afrique. Oui, Son Excellence l'ambassadeur d'Espagne l'a dit tout à l'heure, l'Europe la formation de l'Europe est un processus dynamique. Ce qui veut dire qu'au-delà de l'attribution de la distinction du prix Nobel de la paix, il y a forcément de nouveaux chantiers et de nouveaux défis qui s'ouvrent. Je voulais qu'on cite par ordre de priorité ces chantiers certainement diplomatiques, politiques et économiques. Je voudrais qu'on cite 3, les principaux chantiers qui s'ouvrent aujourd'hui devant l'Europe, au-delà de l'attribution de ce prix. Je crois, en premier, ça c'est résoudre la crise actuelle, crise économique et financière, parce que ça c'est quand même un défi et nous sommes dans cette crise.
et c'est aussi un défi à nos politiciens avec les moyens qu'eux ils ont, parce que la crise, comme vous le savez, elle venait un peu de l'extérieur aussi du politique. C'est le secteur financier qui nous a menés tout d'abord dans cette crise. Alors il faut trouver là des solutions. Le deuxième grand défi, ça c'est certainement aussi la création d'emplois et de croissance en Europe, parce que, et notamment quand je parle de l'emploi pour les jeunes, il y a actuellement dans cette crise quand même beaucoup de défis, mais bien sûr, c'est très inquiétant s'il y a une grande partie dans la jeunesse ou d'autres parties de la population qui n'ont pas d'emploi. Ça, c'est quelque chose que nous devons nous en occuper. Et puis, il y a les défis de garder et de sécuriser la paix dans le monde. Là, l'Europe a aussi un rôle à jouer ce rôle d'une manière active et d'une manière paisible. Dans les instances, comme je dis, multilatérales ou dans les régionales, il y a des questions et des défis comme le changement climatique, où l'Europe joue un rôle très important et très souvent comme avant-garde, en tout cas en ce qui concerne les pays industrialisés. Ça, c'est trois points certainement subjectifs. Peut-être mes collègues, ils ont encore d'autres à ajouter. Peut-être on peut distinguer deux phases. Tout d'abord, le passé de l'Union européenne, c'était pour mettre fin aux démons du passé, des conflits à l'intérieur de l'Europe. La prochaine phase, c'est gagner l'avenir. Là, il faut aussi revenir sur un point particulier. Chaque État européen est trop faible pour défendre bien ses intérêts dans un monde globalisé où il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a le Brésil, il y a l'Inde et le Japon. Alors il y a la conviction qu'il faut mettre ensemble tous les énergies qui existent dans nos pays, il faut les mettre ensemble pour défendre nos intérêts en commun. Et c'est le processus actuel qu'on est en train de faire. Plus précisément, on est en train de trouver des structures pour nos économies, pour qu'on puisse avoir des économies avec des bases très solides qui peuvent jouer un rôle important dans les marchés de l'avenir. Je crois que c'est ça l'essentiel, gagner l'avenir ensemble. Tout seul, on serait perdu. Toujours à propos du mérite que l'Union européenne a eu pour avoir le prix Nobel, l'Union européenne n'était pas un peu gênée de recevoir ce prix au moment où elle est restée silencieuse devant les attaques répétées d'Israël contre le peuple palestinien? Je crois là vous êtes mal informé. L'Europe n'était pas silencieuse. Il faut que vous regardez les communiqués des rencontres de nos ministres des Affaires étrangères, des rencontres de sommet de l'Union européenne, et vous verrez que l'Union européenne n'est pas silencieuse. L'Union européenne a déjà, en 1980, fait une résolution très importante où elle s'est prononcée dans la résolution de Venise, où elle s'est prononcée pour une coexistence de l'État Israël et d'un État palestinien. Et ça, c'est depuis lors notre politique. Nous sommes toujours en faveur de la réconciliation des deux parties. Nous soutenons, par exemple, les processus de paix de Oslo. Ça a vraiment trouvé notre soutien. Nous sommes, si vous voulez, aussi le plus grand partenaire de la Palestine. Nous avons l'année dernière seulement payé plus que 400 millions d'euros pour l'assistance de la Palestine. Le premier, il faut le souligner, parce qu'il y a des amis qui sont peut-être plus riches que nous, mais nous faisons ce soutien. Et voilà, l'Union européenne, nous nous prononçons, par exemple, l'autre jour,
quand il y a maintenant la politique des nouveaux comment on dit, settlements, la colonisation, le fameux terrain E1 à Jérusalem, l'Union européenne s'est fortement prononcée contre cette extension. Alors, l'Union européenne aussi, quand il y avait les actes militaires, les actes armés entre la bande de Gaza et Israël, demandait les deux côtés d'arrêter avec cela et de se mettre ensemble. Nous avons soutenu la réconciliation et la médiation du président égyptien. Alors, je crois on peut illustrer, si vous regardez dans les années dernières, on a essayé de soutenir ce processus. L'Union européenne fait aussi partie du quartet pour le Proche-Orient. Nous jouons alors un rôle actif, mais ce n'est pas l'Union européenne tout seul qui peut mener la paix. C'est un conflit très très complexe, très difficile, comme vous savez, et malheureusement, il dure aussi déjà beaucoup trop long. Aux droits de l'homme, à la démocratie, à l'égalité des citoyens, à la citoyenneté, vu d'ici, l'Europe, tous les pays européens, et particulièrement les 3 pays qui sont représentés ici, souffrent de problèmes d'intégration liés à l'immigration. Et particulièrement, la communauté musulmane, ou ici de l'immigration musulmane, est très concernée par ces problèmes d'exclusion, de marginalisation, de fractures, de profondes fractures. Qu'est-ce que l'Europe et qu'est-ce que ce prix peut apporter à ces gens et comment ils peuvent le voir, à ces citoyens européens qui sont des citoyens pratiquement de seconde zone. Il est vrai que c'est un grand problème, l'intégration des citoyens. Chez nous, ce sont surtout des Turcs. Et là, je pense que l'Allemagne a pris des décisions importantes. Ils ont dit que c'est très nécessaire qu'il y ait un dialogue entre le gouvernement et la population musulmane. Et pour ceci, ils ont installé un conseil où on peut débattre, où on peut discuter, les représentants des musulmans en Allemagne avec les représentants du gouvernement. Et pour nous, c'est un grand pas en avant. Parce que dans le passé, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des imams qui sont venus d'Anatolie. Ce sont des gens qui n'ont pas connu l'Allemagne, qui venaient de profondeur du pays de la Turquie, qui n'ont pas été forcément très instruites. Et avec cette nouvelle politique, on arrive à créer des musulmans. Il y a même à une université, je crois, à Osnabrück, qu'il y a un professeur qui travaille sur l'islam en Allemagne. Et comme ça, on a des mécanismes de discussion. Comme ça, on peut le comprendre. Comme ça, on peut réagir. Comme ça, on peut aussi démontrer qu'on veut discuter avec eux et qu'on veut prendre en considération leurs intérêts. C'est l'exemple de l'Allemagne. Puisque nous sommes dans le domaine des droits de l'homme, pour associer les directeurs des droits de l'homme au commissariat, que représente pour vous l'attribution du prix Nobel à l'Union européenne? Parce que ça a coïncidé avec la célébration par notre pays de la Journée mondiale des droits de l'homme. Je crois que je vais commencer par féliciter au nom du gouvernement l'Union européenne pour avoir obtenu ce prix Nobel, qui, comme vous le dites, sa remise coïncide avec un événement international très important, qui est celui de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et qui, comme vous le savez, est la conséquence directe de la Seconde Guerre mondiale. Comme l'a dit Ahmed Ba tout à l'heure, l'humanité a été, si vous voulez, l'objet de beaucoup de violations, et je crois que la remise de ce prix à ce moment est en soi très symbolique et très significative. Donc je tiens à remercier et à féliciter au nom du gouvernement de l'Union européenne pour cet honneur qu'ils viennent de recevoir au nom de la communauté internationale. Merci. Mais je voudrais aussi dire que ce prix, à mon avis, n'est pas le fruit du hasard, à mon avis. Je crois que c'est un peu la consécration des efforts entrepris par l'Europe, non seulement en faveur de la paix, non seulement au sein de l'Europe, mais au-delà de l'Europe. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a quand même eu
il y a eu quand même eu des efforts de la part des pays européens en vue de la recherche de la paix dans certains pays, notamment en Afrique. Et je crois savoir aussi que l'Union européenne contribue en Mauritanie au renforcement de la paix. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, il existe des programmes et des projets, dont un projet qui est financé par le Fonds espagnol pour les OMD, et dont je suis le directeur national, qui a pour mission, si vous voulez, la prévention des conflits et le renforcement de la paix en Mauritanie. Je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut souligner. Et je crois savoir aussi que l'Union européenne vient de financer un autre projet avec le PNUD, c'est la médiation. Je crois donc, pour dire en résumé, que ce prix est la conséquence de tous les efforts que l'Europe mène au service de la paix dans le monde. Et je crois que c'est une très bonne chose, d'autant plus qu'elle coïncide avec cette journée internationale que nous avons célébrée hier, notamment avec l'Union européenne, s'agissant de la question de la torture, parce qu'il y a eu hier un atelier avec la Commission des droits de l'homme et avec les autres parties prenantes, et avec une association qu'on appelle l'association APT, l'Association pour la prévention de la torture. Et donc je dirais pour résumer que ce prix est une bonne chose et que ce prix est peut-être pas le fruit seulement des efforts entrepris par l'Europe, mais c'est une manière aussi d'encourager l'Europe à faire plus au service de la paix. المنتقدين للسياسة الأوروبية يخشون من أن يكون هذا التكريم والدفع لأوروبا أنها تماشى في نفس السياسة اللي قد تعود واحدين متضررين منها. ترى كان هذا التكريم تراوه تكريمكم تبذلوا جهود أكثر من أجل السلام ومن أجل حقوق الإنسان، والله تعتبروه تثمينته لذيك الخطوات وعود ذاك تهميش للناس الآخرى. عندي سؤال عن قضية مالي، بما أن نحن مالي لا نختار ونستفاد منك المردة، هاي التطورات الأخيرة اللي هم مالي اليوم، هل من درا كانها تغير شيء في اتجاهكم، من درا كانها تعدلكم على أنكم تعرفوا أن الحرب ربما تعود ما تحل المشكلة به اللي ما فهم قاعد للطرف قبال ذاك وهو قد تعود موحول به، شنو هي نظرتكم للقضية المالية بعد التطورات الأخيرة؟ Pas de problème, donc je suis le traducteur attitré de mon ami. Il pose deux questions. La première se rapporte à l'état d'esprit de l'Union européenne aujourd'hui, enfin, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que ce prix est un prix qui sera considéré comme étant une consécration de ce qui a été fait et donc de rester là-dessus, de rester sur la même voie que beaucoup d'autres critiques? Il y a certaines critiques, ou est-ce que ce sera un prix qui va encourager l'Union européenne sur la voie de la paix, sur la voie des principes pour lesquels il a été? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est il revient au Mali. Pour revenir à l'actualité d'aujourd'hui, comment vous imaginez la sortie de crise? C'est ça, la suite des événements. La suite à partir des événements d'aujourd'hui. Bon, sur la première question, je vais être très bref parce que je crois le prix, l'attribution du prix, c'est une récompensation pour le passé, pour les pères de l'Union européenne, pour le premier pas de tout le monde, mais aussi pour le peuple européen, pour les citoyens de l'Union européenne. Mais bien sûr, on ne peut pas maintenant s'endormir sur ce prix, mais c'est en même temps un engagement, parce que nous sommes maintenant attributaires du prix Nobel et on attend de nous que nous jouons aussi dans le futur ce rôle. Que, comme un de mes collègues a dit, il faut le peut-être adapter, il y a des nouveaux défis, mais je crois que les principes restent ceux qui étaient ceux de nos pères fondateurs. Sur le deuxième point, sur le Mali, bon, la crise malienne est tout d'abord une crise malienne. Alors, il y a, et comme vous savez, c'est une crise très complexe. Il y a au moins deux différents points. Un, ça c'est le nord du Mali. L'autre, c'est la crise politique de l'État et des institutions maliennes. Et hier, le Conseil des ministres des Affaires étrangères a longuement discuté sur l'approche de l'Union européenne que nous avons déjà développée dans les derniers mois. Et d'une part, l'Union européenne soutient les acteurs maliens de faire une feuille de route
pour sortir de la crise et inclut avec des élections et aussi une réforme des forces militaires sous un régime civil. Ça, c'est le parti dans le sud. Bien sûr, de l'extérieur, nous soutenons la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, qui a maintenant un envoyé spécial avec leurs efforts. Et nous sommes dans le parti de la communauté internationale, quelqu'un qui soutient. Mais je crois, là, c'est tout d'abord aux acteurs locaux, régionaux, et puis aussi à la communauté internationale de trouver une sortie de la crise. En ce qui concerne le Nord, bon, là, il y a des pourparlers en Ouagadougou pour le moment. Je crois que si on peut trouver une solution paisible, ça sera bien. Nous sommes en faveur de parler avec tout le monde, sauf les terroristes et les narcotrafiquants. Mais je crois, si on peut trouver là une solution, ça sera bien sûr très bien. Mais il faut, je crois, considérer aussi la possibilité d'une intervention militaire si le Conseil de sécurité des Nations Unies est en faveur. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose que la communauté internationale et avec les autorités maliennes doit décider avec la CEDEAO, avec l'Union africaine. Et l'Union européenne, comme on avait déjà dit aussi, nous n'avons pas une force militaire, on n'a pas l'intention d'y intervenir sur le plan militaire, mais nous sommes prêts à soutenir la réforme des forces sécuritaires et de les aider de les former au Mali. Vous êtes d'accord avec la position mauritanienne, enfin, elle s'exprime comme ça aussi. Voilà, ça c'est peut-être pas la pire des choses. Oui, d'accord. Une dernière question. Je voudrais rebondir sur le discours de l'ambassadeur tout à l'heure, parce qu'il a parlé des négociations qui se mêlent au Mali. Il a parlé également de terroristes avec lesquels on ne saurait négocier. Mais on a comme l'impression que les mouvements maliens n'existent sur le terrain qu'en tant qu'alliés des mouvements terroristes et des narcotrafiquants. Dans ces conditions-là, est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'un pays qui a perdu les 2/3 de son territoire par la guerre puisse le reconquérir grâce à l'effet magique d'une simple négociation? Voilà qu'on va associer le Brabant. السؤال الأخير متعلق بالهجرة السرية اللي طرح إشكال للدول نرى تعامل الدول الأوروبية مع ملف المهاجرين السريين اللي علاقة موريتانيا وبعض الدول الأخرى معهم علاقة أكثر هي ممتنية في المجال التنموي. تعامل الاتحاد الأوروبي مع ظاهرة الهجرة السرية كانوا يعكس حصول الاتحاد الأوروبي على هذه الجائزة. Oui, sa question est de savoir est-ce que la manière avec laquelle l'Union européenne traite le problème de migration, est-ce qu'elle a été pour quelque chose dans l'attribution du prix Nobel à l'Union européenne? Donc, comme c'est une question de temps, vous aurez l'occasion peut-être de répondre. Bon, je préfère seulement dire 2 mots sur la première question, je crois. La situation au Mali, elle est, comme je dis, c'est très complexe. Je crois que nous ne pouvons pas maintenant ici de développer une réponse très claire. Mais comme je dis, il y a les 2 volets. Il y a le volet politique sur lequel il faut travailler. Il y a des différents acteurs qui doivent faire jouer leur jeu et leur responsabilité. Et il y a aussi une possibilité qu'on ne peut pas parler avec tout le monde et que le problème qui existe et qui est quand même une menace pour le nord du Mali, pour la population qui vit dans le nord du Mali actuellement déjà, pour le reste du pays, pour la région et aussi pour l'Europe. Sur la migration, je laisse peut-être à mes collègues. Sur la migration, on peut souligner que l'Union européenne a établi une politique européenne de migration qui est basée sur une approche globale et intégrale. C'est-à-dire, il y a divers piliers. D'abord, c'est de favoriser l'immigration légale
favoriser l'intégration des personnes qui arrivent et en répondant à votre question intérieure, il y a une préoccupation, un souci. Les personnes qui arrivent sur les territoires de l'Union européenne s'intègrent dans la population de l'Union européenne une fois qu'ils sont là. Ils jouissent des mêmes droits que le reste des citoyens. Il y a une politique sur ça, il y a une justice et il y a une politique qui peut favoriser l'intégration des populations qui arrivent d'une manière légale. Il y a après, il y a une volonté de lutter contre l'immigration illégale surtout parce que derrière cette immigration, il y a des mafias, il y a des groupes qui utilisent les espoirs des gens pour leur obtenir d'argent et pour puis même sans respect à leur vie, leur laisser n'importe quand. Et contre ça, contre ces mafias, il faut lutter, il faut établir tous les moyens pour éviter qu'il y ait des trafics d'êtres humains. Et ça, c'est le deuxième pilier. Il y a un troisième pilier qui est de favoriser, à travers la coopération, le développement des pays de sortie, c'est-à-dire d'aider les pays pour créer la richesse nécessaire afin de garantir à leur population de rester et de pouvoir avoir des vies dignes chez eux. L'effet d'émigrer, c'est une décision très dure. C'est une décision qui vous fait vous éloigner de vos êtres plus proches, de commencer une vie très dangereuse et par contre, et aussi c'est une perte pour les pays des partis. Et normalement, les personnes qui partent, ce sont les personnes les plus dynamiques. Alors c'est une double perte. Et finalement, il y a aussi un quatrième pilier, c'est la politique d'asile. Parce que pas tout le monde qui veut émigrer, c'est pour des questions économiques, il y a aussi des questions politiques. Alors l'Union européenne a aussi une politique active en matière d'asile pour favoriser la concession de ces statuts aux personnes qui sont dignes de cet statut. Excellent. Et il y a une question, si elle n'est pas évoquée, peut-être qu'on aura à lire des téléspectateurs, c'est la coopération de l'Union européenne avec la Mauritanie. On sait que l'accord de pêche vient de passer devant le Conseil des ministres, mais quelles sont les perspectives? On sait aussi que l'Union européenne est le premier donateur de la Mauritanie, mais quelles sont les perspectives en termes dans les mois qui viennent? Bon, je crois que nous continuons avec cette très bonne coopération entre l'Union européenne et la Mauritanie. Nous avons les dernières 2 années intensifié notre coopération après une suspension et je crois que nous avons essayé de rattraper un peu le temps qu'on avait perdu et maintenant nous sommes dans un momentum de très bonne coopération. Vous avez mentionné l'accord de pêche. Il y a maintenant, on va formaliser une décision sur un appui budgétaire pour 40 millions d'euros qui va donner au gouvernement mauritanien une aide budgétaire, mais avec la destination de faire quelque chose en faveur des populations. Et on va voir, après 1 an, on va voir le progrès en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne l'éducation et la santé. Alors comme ça, on laisse les instruments au gouvernement mauritanien, mais on va avancer comme ça. Et il y a d'autres projets que nous avons dans la préparation sur la société civile, la route Nouakchott-Rosso qui sera bientôt publiée, l'offre publique. Et je crois que cette coopération va très bien. À côté des coopérations bilatérales de nos États membres qui font aussi leur participation et leur part dans cette coopération. Et comme ça, j'aimerais bien le voir que ça c'est l'ensemble, l'Union européenne et les États membres qui soutiennent quelquefois en partage de travail la Mauritanie et nos étroites liens. Excellence, quel bilan faites-vous de la situation des droits de l'homme dans notre pays? Qui vous adresse? La question est posée à qui veut la prendre. Je ne sais pas, je crois que la Mauritanie a en tout cas progressivement ratifié, et même récemment, un certain nombre de textes internationaux s'agissant des droits de l'homme, et notamment encore plus récemment dans le domaine de la lutte contre la torture.
ce sont des éléments qui sont appréciés de notre côté. Maintenant, les textes doivent ensuite être suivis de décrets d'application et c'est là où chacun de nos pays et l'Union européenne a un partenariat qui est important, s'agissant notamment de la coopération dans le domaine de la justice, des problèmes de surpopulation dans les prisons, l'indépendance de la justice. Il y a des actions de formation qui sont faites. Je crois que c'est un peu dans tous ces domaines que, pour dire les choses de manière courte, il y a de bonnes orientations. Maintenant, il faut continuer dans ce sens et renforcer. Voilà. À la fin de cette émission, il ne me reste plus qu'à remercier son Excellence l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie, l'ambassadeur de France en Mauritanie, l'ambassadeur d'Espagne dans notre pays et l'ambassadeur d'Allemagne en Mauritanie. À remercier également les directeurs des droits de l'homme au commissariat chargé des droits de l'homme. Je remercie également Mohamed Al-Omer, directeur du journal La Tribune, ou L'Abadi, directeur du journal Le Mustaqbel, Ahmed Mrabat, qui est rédacteur en chef à Radio Nouakchott, et Sec du Kalam. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt.